Il est 7 heures sur l'ensemble du territoire national. Vous suivez toujours RFM matin et vous ne saurez faire meilleur choix. Nous sommes avec Ismaël Camara, bonjour. Bonjour Lisa. Passons au titre. Deuxième semaine du procès d'Hissène-Habré. À partir d'aujourd'hui, des témoins vont se succéder à la barre pour livrer leur version des faits. Retour de la peine de mort, le député maire de Keur Madiabel Alioune Kébé y oppose un niet catégorique. Pour lui, la réponse aux cas de violence, de meurtre se trouve dans l'éducation et la lutte contre le chômage des jeunes. Youssou Touré, secrétaire d'État, exige que le dernier ministre libéral en charge des inondations soit traduit en justice. Il répond ainsi au coordonnateur du PDS qui réclame l'audit des 70 milliards injectés dans les inondations. Ce 14 septembre 2015, le Sénégal se souvient de Serigne Abdoulaziz Sy Dabakh, un régulateur de la vie sociale que regrettent beaucoup de nos concitoyens. C'est le focus du jour, Lisa. Toujours à suivre dans ce journal, la page des sports. Ce matin, nous serons avec Chartilienne Diagne. Le dossier culture est signé Abdoulaye Sambou. Et n'oubliez pas la revue de presse d'Ali Mouba qui mettra un terme à ce 7 heures. Nous démarrons avec le procès d'Hissène-Habré qui entre dans sa deuxième semaine. Il reprend ce vendredi avec l'audition des différents témoins. Le procès de l'ancien président tchadien poursuivi pour crime contre l'humanité s'est ouvert depuis lundi dernier. Il a connu plusieurs rebondissements. Mantouré a assisté aux différentes audiences et il nous fait le bilan de la première semaine de procès. Lentement mais sûrement, le procès Hissène-Habré avance avec un accusé qui agit d'extrême en extrême. S'il ne pestifère pas contre les chambres, s'il ne chahute pas ou ne crie pas au complot, il peut s'asseoir, rester zen et à la limite s'en moquer éperdument de ce qui se passe sous ses yeux. Il a même préféré porter des lunettes teintées pour éviter de montrer son regard qui peut être expressif. Les avocats commis d'office, reniés au début par leurs clients, le défendent autant que possible tout en répondant aux pics lancés par-ci, par-là, parfois, par les conseils choisis par l'ancien homme fort du N'Djamena. Quant à la partie civile, elle, les chambres et le parquet essaient tant bien que mal de prouver le rapport entre le donneur d'ordre et l'exécuteur. Tantôt, il est facile de déceler dans les propos des témoins le lien entre les massacres, les tortures et Hissène-Habré. Les témoins de grandes figures, par exemple, un ancien chef de l'Assemblée nationale ou le président de la commission d'enquête, entre autres, restent très prudents. Autre déposition, les experts qui n'ont pas pu avoir les informations nécessaires pour corroborer les accusations. Hissène-Habré a été hermétique. Il a brouillé presque beaucoup de pistes, comme l'a fait Idriss Déby Itno, président actuel du Tchad. Pas de retransmission dans son pays. Comme promis, toutes les chaînes sont brouillées. L'État du Sénégal est interpellé. Les chambres aussi sont interpellées sur le problème de connexion. Une promesse ferme, non respectée. Une salle qui est remplie de fidèles de Habré, prêts à être maltraités pour défendre leur père, oncle ou simple ami. Mais ce n'est sans compter l'efficacité de la gendarmerie qui assure le procès d'une main de maître. Cette semaine vont aller à la barre les victimes. Mantouré, le député maire de Keur Madiabel, s'oppose farouchement au retour de la peine de mort. Alioune Kébé soutient mordicus qu'il ne votera jamais une telle loi à l'Assemblée nationale. Selon lui, l'éducation et l'emploi des jeunes restent une solution à ces cas de meurtre notés ces derniers temps. Ces propos sont recueillis par Ibrahima Diamé. Je ne crois pas que la peine de mort peut atténuer les incidents mortels qui se produisent régulièrement au Sénégal. Moi, je pense que c'est une question d'éducation. C'est une question aussi de situation, de statut. Si on regarde ce qui provoque ces meurtres-là, on voit que le statut social est vraiment des plus faibles. Je pense que nous devons éduquer nos enfants, nous devons éduquer la société, mais nous devons faire de sorte que le Sénégal devienne riche pour que chacun puisse trouver à manger, à boire et à soigner pour qu'on ne soit pas tenté par un vol à provoquer un viol ou un meurtre. Et si la question était posée à l'Assemblée nationale? Je ne voterai jamais cette loi en ce moment-là. Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas qu'on peut régler cette question-là avec ça. Regardez aux États-Unis, comment dans les régions où c'est appliqué, c'est là où il n'y a plus de meurtres. Donc est-ce que c'est la solution? Regardez dans certains pays islamiques arabes, est-ce que c'est une solution? Moi, je crois fondamentalement à l'éducation de l'homme. C'est l'homme qu'il faut changer, la mentalité de l'homme et la mentalité du Sénégalais surtout. Pour vous, c'est pas la solution? La solution, c'est pas la peine de mort pour moi.
En plus bref, encore un Sénégalais tué à l'étranger, Morcey, âgé de 46 ans, a été tué par balle ce week-end en Italie dans un restaurant. Le communiqué du ministère des Affaires étrangères mentionne que la victime est originaire de Touba. Selon le texte, les autorités italiennes ont promis d'élucider les circonstances de la mort de Morcey. L'auteur du meurtre est encore introuvable. Il a pris la fuite après son forfait. Le ministère sénégalais des Affaires étrangères a instruit le consul général du Sénégal à Milan de saisir les autorités judiciaires italiennes pour que l'enquête soit diligentée et que l'auteur soit arrêté et puni conformément aux lois italiennes. Affaire des pèlerins laissés en rade à Léopold Sédar Senghor. Des sources de la RFM signalent que l'ambassade de l'Arabie Saoudite à Dakar a décidé d'octroyer des visas à toutes les personnes concernées. Signaler que ces pèlerins ont été laissés en rade parce que le Sénégal avait dépassé son quota. 7h06, vous écoutez le journal dans RFM Matin et c'est une bonne idée. RFM, la radio de toute l'actualité. Le dernier ministre en charge des inondations sous VAD doit être traduit en justice pour prévarication. C'est le souhait du secrétaire d'État Youssou Touré, une façon pour lui de réagir à la sortie d'Oumar Sarr. Ce dernier réclame l'audit des 70 milliards injectés dans la lutte contre les inondations par l'actuel régime. Écoutons Youssou Touré au micro de Salif Sow. Oumar Sarr verse dans des insanités, des diatribes véritablement. Ça pose problème. Je crois qu'ils ont géré les inondations. En 2005, c'était beaucoup plus grave. Où est-ce qu'ils étaient? Est-ce qu'aujourd'hui, ils peuvent faire un bilan par rapport aux centaines de milliards qui ont été investis dans ces inondations? Où est le résultat? Si véritablement l'argent qu'ils ont déclaré, les moyens qu'ils ont mobilisés, si les moyens étaient partis dans ces localités, si les moyens étaient utilisés de façon judicieuse, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc ils sont responsables de ces difficultés-là. Ce sont des gens qui devraient être traduits devant les tribunaux pour prévarication. Je crois que quand les populations sont dans des difficultés, il faudrait qu'on mette les appartenances politiques de côté. Qu'ensemble, j'aimerais bien voir, nous tous, Oumar Sarr et les autres, la FDPR et les autres, nous tous être ensemble pour lutter contre ce phénomène naturel. Vous savez, ces gens-là n'ont plus aucune crédibilité aux yeux de l'opinion. Franchement, Oumar Sarr devrait être le premier à se taire et à se terrer. La coordination des musulmans de Dakar célèbre la Tabaski le 24 septembre. Ses membres ont pris cette décision après avoir observé la lune hier dimanche. Sans ne rien voir, Imam Ismaël Ndiaye avec Seydina Abagay. Aujourd'hui, c'est le 29 de Zulqa'da, à travers le monde musulman et dans beaucoup de pays de la sous-région. Nous avons scruté la Lune et nous l'avons scruté avec les pays de la sous-région et à l'international et que nous n'avons eu aucune information sur l'apparition de la Lune. Et comme nous le réitérons aussi très souvent, concernant la Tabaski, c'est le jour d'Arafat qui est le jour décisif. Donc nous avons été obligés d'écouter le résultat de la Mecque. Et les résultats de la Mecque aussi nous ont donné que la Lune n'a pas été aperçue là-bas et que demain lundi c'est le 30e jour de Zulqa'da et que le mardi est le premier jour de Zulhijja, le mercredi 23 est le jour d'Arafat et le jeudi 24 est le jour de la Tabaski, Inch'Allah. Nous recommandons, comme le recommande le prophète à tous les musulmans, de jeûner le jour d'Arafat car cela expie les péchés de 2 ans. RFM, fréquence en modulation, 94.0, la radio en puissance. Nous en venons au focus du jour. 14 septembre 1997, c'est Rine Abdulaziz Dabar, s'en est allé 18 ans après. Le Sénégal orphelin se souvient du symptôme, véritable régulateur social. Athès et Talibé témoignent. Dabar était un unificateur, un artisan du dialogue islamo-chrétien. Le reportage de Charanta Diop. Ce fervent Tidjane se rappelle de l'accession de Mame Abdou Aziz Sy Dabar à la tête de la confrérie Tidjane. 18 ans après son rappel à Dieu, son œuvre, ses enseignements restent toujours gravés dans la mémoire des Sénégalais. Pratiquement, j'ai pas beaucoup vécu avec les vieux, mais je sais que c'est un homme sincère. Il a été généreux en tant que chef religieux, mais vraiment, il avait donné des enseignements à travers le pays, comme quoi que tout le monde, tous les confrères. Nous nous sommes rendus à Tivaouane, Kër Khali. Beaucoup de ces talibés vivent dans ce quartier. Makhtar Diouf retient du saint homme un unificateur et artisan du dialogue islamo-chrétien. Je sais que c'était un
grand homme qui avait la capacité d'unifier parce qu'il savait maîtriser la population. Il était très écouté par tout le monde, musulmans et non musulmans. Travaillait sur le dialogue islamo-chrétien. Il avait toujours voulu que la paix règne au Sénégal. Dans les moments les plus difficiles au Sénégal, il se levait, il prenait la parole, il rassemblait le monde, il prenait la parole pour les ramener à la paix. 14 septembre, les Sénégalais se souviennent de cet érudit du savoir. Beaucoup de fidèles sont attendus dans la cité religieuse pour se prosterner devant le mausolée et assister à la cérémonie de récitation du Saint-Coran. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. À Sédhiou, hommes politiques comme syndicalistes, tous reconnaissent à feu Abdoulaziz Sy Dabakh ses talents de médiateur au service de la paix sociale, mais le legs de Dabakh n'est plus respecté par la classe politique et les acteurs de la vie sociale. Lamine Ba. Lamine Mané, responsable du Parti démocratique sénégalais à Sédhiou, est formel. Le dialogue de sourds qui prévaut au sein de la classe politique résulte d'une absence de médiation sociale, le plus souvent initiée par les religieux. C'est quelque chose qui a tendance quand même à beaucoup diminuer. Et cela se répercute sur le champ politique par des escalades. Et je pense qu'à ce niveau-là, le pouvoir religieux joue un rôle important qu'aujourd'hui, il ne joue plus. Leur présence se fait de moins en moins sentir. Et pour l'homme politique, c'est en de pareilles circonstances que le regretté saint homme, l'âge Abdoulaziz Sy Dabakh, étalait ses talents de médiateur au service de la paix sociale. Un homme s'était singularisé dans ce travail-là, Mme Abdoulaziz Sy Dabakh, qui chaque fois qu'il faisait des sortes, faisait l'unanimité, participait quand même à apaiser la situation politique dans ce pays. Ce type de service qu'offrait aussi gratuitement le Saint-Homme fait énormément défaut dans des secteurs très agités à l'image de l'école sénégalaise. Khalil Diop, secrétaire général régional du CELS authentique, qui pense ainsi, souhaite que la démarche du Saint-Homme soit reproduite pour ramener la paix sociale dans l'école. Là, je pense que si on est arrivé aujourd'hui à un point où les syndicalistes et le gouvernement ne parviennent pas à s'entendre, alors je pense que des gens comme Elhadj Abdoulaziz Sy Dabakh faisaient, cette initiative manque. Nos marabouts doivent tout faire pour jouer ce rôle-là. Son prédécesseur est d'avis que les familles religieuses ont toujours la possibilité de pérenniser cette mission de médiation sociale à laquelle tenait particulièrement celui qui fut Khalif général des Tidjanes. Je pense qu'aujourd'hui, les Khalifs généraux, qui sont très écoutés dans ce pays, doivent pouvoir promouvoir ce dialogue social-là. 18 ans après sa disparition, Mme Abdoulaziz Sy Dabakh continue d'inspirer les hommes pour ses qualités de médiateur social hors pair. Lamine Ba, Sédhiou, Radio Futur Média. Serigne, régulateur social, régulateur des âmes. Serigne Abdoulaziz Sy Dabakh l'était véritablement, renseigne Serigne Ahmed Fall. Mieux poursuit le marabout. Le Sénégal est aujourd'hui orphelin d'un homme de la trempe de Dabakh. Ahmed Fall au micro de Naté Diop. Bon, pour dire vrai, aujourd'hui, le Sénégal vraiment est orphelin d'un homme comme Al-Hadj Abdoulaziz. Pourquoi? Ça, c'est très simple. Parce que tout ce qui a été comme tension politique, économique, sociale et ainsi de suite, Al-Hadj Abdoulaziz prenait son discours et tout le temps qu'il faut pour régler ce problème-là. Et aujourd'hui, on est confronté à tout ce qui est problème de politique, à tout ce qui est problème d'économie, à tout ce qui est entrave. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore eu quelqu'un comme Al-Hadj Abdoulaziz qui prend toutes ses responsabilités pour dire ce que Allah a dit, pour dire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par rapport à cette situation-là. Aujourd'hui, tout ce que cette société sénégalaise est confrontée, Al-Hadj Abdoulaziz a été toujours de trouver une solution par rapport à ce problème-là. Pour dire vrai, le Sénégal d'aujourd'hui est orphelin d'un homme comme Al-Hadj Abdoulaziz parce que ce qu'il faisait, on n'a pas encore vu quelqu'un qui fait ce qu'il faisait. 7h14, nous ouvrons la page des sports de ce journal. Une présentation de Cheikh Tidiane Diagne. Bonjour. Bonjour Ismaël Kamara, bonjour à tous. Nous entamons avec le sport, le football, notamment avec les phases finales du championnat d'Afrique des nations des moins de 23 ans. Le tirage au sort des poules va être effectué ce dernier à 10h GMT au Caire en Égypte. Le Sénégal abrite le tournoi à partir du 28 novembre. Notez que le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, est au Caire donc pour assister à ce tirage au sort des
des phases de poule du championnat d'Afrique des Nations. Et puis nous parlons de l'ouverture ce lundi d'un séminaire national sur la procédure d'octroi de licence au club pour qualifier pour au club de la CAF. Cela concerne donc les équipes engagées aux compétitions africaines à venir, notamment la Ligue des champions de la Coupe CAF. C'est à partir de 10h à l'hôtel Ngor Yarama. Ce séminaire de 2 jours prend fin demain mardi à 16h. Il est organisé par la Fédération sénégalaise de football sous l'égide de la Confédération africaine de football. Nous parlons à présent des Jeux africains avec le tournoi de basketball des dames. Notez ce carton plein des Lionnes qui ont battu hier l'Angola sur la marque de 103 à 52. Faites le calcul, 11 points d'écart entre les deux formations. Et dans cette rencontre, le Sénégal a perdu l'une de ses pièces maîtresses. Il s'agit d'Astou Traoré, blessé grièvement et dont la participation à la suite de la compétition n'est plus à l'ordre du jour. Nous allons écouter Moustapha Gaye, c'est l'entraîneur de l'équipe du Sénégal, joint au téléphone à Brazzaville par Boubacar Kabeldiak. Difficile, déjà dès l'approche, parce que le match était programmé pour 14h, depuis 12h45, on a dû patienter jusqu'à presque 15h, parce que l'Angola est venu en retard, et les gens voulaient qu'on les attende. Donc ça n'a pas été idée. Mais j'avoue que les filles méritent des félicitations, parce qu'ils ont plusieurs options d'elles-mêmes pour arracher une belle victoire. Malheureusement, on a enlevé la blessure d'Astou Traoré dès le premier quart-temps, dès la deuxième minute, sur une blessure assez sévère. Pour les Jeux africains, elle est forcée. Maintenant, il faut souhaiter, il faut prier pour qu'elle soit là pour la première fois. Donc, les médecins travaillent sur ça, mais vraiment, c'est une blessure très difficile pour nous. Mais les autres ont tenu à gagner ce match pour faire plaisir à tous. Donc, bravo à tous les filles. Effectivement, parce qu'il faut voir que dans ce tournoi, le Sénégal et l'Angola feront face à de très fortes dispositions que sont le Cameroun, le Nigeria et le Mali. D'abord, le Nigeria et le Mali ont de très belles équipes, donc il faudra attendre un peu les carrés de vie pour se faire une idée. Donc nous allons savourer notre victoire, mais nous gardons les pieds sur terre. Cette victoire hier face à l'Angola est la troisième du genre et cela en autant de sorties. Faut noter que le Sénégal avait dominé à l'entame du tournoi le Gabon, puis l'Algérie et puis le dernier match de poule du Sénégal, c'est cet après-midi contre la Côte d'Ivoire à partir de 13h. Hier, le Sénégal a engrangé 2 nouvelles médailles bronze en karaté avec Léa Buyé et Hortense Diédiou, ce qui fait un total de 15 médailles pour le Sénégal dans ces Jeux africains, dont 3 en or, 3 en argent et 9 médailles en bronze. On revient au football. Et c'est pour parler des Lions locaux qui ont procédé hier le nul face à la sélection locale de la Mauritanie. C'est un match amical international stade Léopold Sédar Senghor de Dakar. 0 but partout entre les deux formations. Nous allons écouter dans un premier temps Moustapha Gaye, le sélectionneur de l'équipe nationale locale du Sénégal, qui revient sur le déroulement de la partie mais aussi sur la réaction de ces joueurs. Il y a eu de très bonnes choses. Il y a aussi des choses quand même qu'il faudra rectifier le plus rapidement possible parce que par moment nous avons eu beaucoup d'aisance dans la sortie de balle. Mais par moment aussi, nous avons eu quelques difficultés dans la sortie de balle. Parce que quoi qu'on puisse dire, une équipe doit savoir garder le ballon. Mais n'oubliez pas que cette équipe mauritanienne est là depuis 2010. Donc ils sont en reconstruction. Et si cette équipe-là, après avoir gagné l'Afrique du Sud, c'est aussi une source de motivation supplémentaire. Parce que dans cette équipe, il y a beaucoup de joueurs qui jouent dans l'équipe nationale de la Mauritanie. Quoi qu'on puisse dire, au-delà des joueurs qui sont partis, n'oublions pas que dans ce groupe-là, il y a des joueurs qui sont partis défendre les couleurs du Sénégal pour les Jeux africains. Mais, comme on le dit, travailler pour que ces joueurs-là, s'ils viennent, qu'ils ne prennent pas leur place. Parce que c'est des joueurs qui sont jeunes, qui ont de l'envie. Il y en a certains, c'est leur premier match international. Je pense que c'est assez excitant, il y a de la motivation. On va continuer à travailler, rectifier le maximum possible les erreurs pour être fin prêt contre la Guinée. À l'instant, Moustapha Seck, le sélectionneur de l'équipe nationale locale du Sénégal, qui est revenu sur la partie disputée hier contre la Mauritanie. Et nous allons rester avec Mohamed Saladine. Lui, c'est le portier de l'équipe nationale des Mourabitoun. Il se félicite de la prestation de son équipe, mais aussi du bon niveau de jeu qui a été donc donné hier par les différents acteurs présents sur la pelouse du stade Léopold Sédar Senghor. Nous l'écoutons, des propos recueillis par Youssouf Bouillon. Alhamdoulilah, on est très content pour le match qu'on a joué contre Sénégal. On voulait vraiment gagner le match, mais on a raté beaucoup des occasions. L'équipe sénégalaise, tout le monde le connaît. Alhamdoulilah, Dieu merci pour le match qu'on a fait. L'essentiel pour moi, le match là, on se prépare pour le match qualification contre le Mali, Inch'Allah. Vous estimez que vous êtes sur la bonne voie? Oui, Inch'Allah. Nous, on a toujours, chaque match après match, on le prépare. Nous, notre stratégie, c'est d'aller en Coupe
Coupe d'Afrique et le Chan. Parce que nous, notre équipe, il n'y a que des jeunes. Moi, j'ai joué avec l'équipe nationale U20. Il y a beaucoup de joueurs ici qui jouent avec l'équipe nationale U20. Ça fait trop longtemps qu'on est ensemble, c'est pour cela. Et puis, on a un bon coach qui nous donne des tactiques, on l'applique dans les terrains. Le reste à venir, Inch'Allah. Notez que la Mauritanie et le Sénégal se préparent à disputer les phases, le dernier tour plutôt, des éliminatoires du championnat d'Afrique des nations exclusivement réservés aux équipes nationales locales et prévu l'année prochaine au Rwanda. Le Sénégal qui doit accueillir la Guinée, tandis que la Mauritanie fera face à l'équipe du Mali. C'est bien fini cette page de sport. Ismaël Kamara. Merci, Chartidiane Diagne. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Elle a fait le rayonnement de la région de Louga. Elle, c'est la troupe du Cercle de la jeunesse de Louga. Celle-ci a raflé plusieurs trophées dans la catégorie danse, mais force est de reconnaître que cette troupe bat de l'aile de nos jours. Elle n'a ni ressources financières, ni ressources humaines, encore moins de siège social. C'est le dossier culture du lundi signé Abdoulaye Sambou. Louga, une ville célèbre pour ses groupes de danse. Parmi eux, le Cercle de la jeunesse de Louga, né le 1er juillet 1951, et parmi ses membres fondateurs figure en bonne place Hassan Kamara, ancien maire de Louga. Ce groupe, qui a plus de 50 ans d'existence, tient encore, malgré une certaine léthargie. Morphal est vice-président de ce prestigieux groupe. Le cercle est sur place. On est en train de mener des activités. On reçoit des invitations. Cette léthargie-là dont vous parlez, peut-être il y en a, mais c'est la culture sénégalaise qui est en léthargie. Et les autorités sénégalaises ne s'intéressent pas de trop à la culture. Mais le cercle est bien structuré. Les membres sont là, les artistes sont là. On est toujours en répétition. Outre les problèmes liés à la promotion, ce groupe souffre de manque de moyens, de ressources humaines et surtout de sièges. Le premier problème, c'est un siège. Parce qu'actuellement, on n'avait pas laissé. On répète au centre culturel. Et des fois, on est confronté là-bas à des problèmes. Il y a d'autres trucs qui sont à Louga, qui veulent aussi répéter. Si on avait un siège, la moitié des problèmes sera résolue. Et les moyens aussi, bien sûr. Une troupe, qu'est-ce qu'elle attend? Des invitations. Bon, pratiquement, on en reçoit. Mais c'est pas les années passées, d'où les gens s'attelaient tellement à la culture. Il y avait un peu partout des invitations au niveau national comme au niveau international. Mais maintenant, il n'y en a plus. Il urge pour les responsables de régler certaines questions pour relancer ce groupe qui a fait la fierté de toute une région. Pour relancer tout cela, il faut aussi des moyens. Nous avons aussi besoin de personnes ressources. La preuve en est que toujours, on est en train de convoquer, d'appeler les gens sur lesquels on pense qu'ils peuvent apporter un plus. On a demandé des invitations un peu partout, au niveau national comme au niveau international, et on attend. Le Cercle de la jeunesse de Louga, qui a participé à plusieurs festivals nationaux et internationaux, a tout rappelé sur son passage. Le cercle a tout gagné, a tout raflé. D'ailleurs, ce fut un moment où il était considéré comme hors concours. Parce qu'il avait rafalé toutes les coupes. On a fait un peu partout. Tous les festivals. En Europe, comme en Amérique, un peu partout. Une troupe qui a marqué plusieurs générations. Mor Fanta Thiam est enseignant de profession. Tout m'a vraiment marqué par les prestations. Pendant que je parle, je revis dans les scènes des Ngorkas, donc c'était extraordinaire. C'est dommage, donc l'héritage n'a pas été bien conservé, etc. C'est-à-dire qu'il y a un peu de changement, c'est vrai. Donc c'est vrai que les artistes ne sont plus là. C'est pourquoi ça a baissé du régime. Aujourd'hui, les responsables demandent aux autorités d'avoir plus de considération pour ces groupes qui sont le reflet de notre culture. Abdoulaye Sambou, Louga, Radio Futur Média.